Je vous présente donc un exercice qui va faire une comparaison entre voilà, un fakir et un liquide dans un fluide dans un contenant. Alors pour ça, je vais vous lire les énoncés. On a un récipient de 1 litre. 1 litre à 20 cm de haut. Hein, voilà, c'est la hauteur du récipient, mais qui peut contenir 1 litre. Lorsqu'il est rempli d'eau, calcule la pression qui agit sur le fond ainsi que la force, sachant que la surface du fond mesure 75 cm². Voilà. Ça, c'est le premier énoncé qu'on va comparer avec celui-ci. Un fakir peut apparemment se reposer sur un lit de clous sans se faire mal. Mais quelle est la pression exercée par chacun des clous si la pointe possède un diamètre de je vais mettre 0,5 mm et que le fakir, si un fakir de 45 kg, c'est peut-être un jeune ou un vieux, peu importe, s'appuie d'une manière égale sur au moins 200 de ces clous. Voilà, et donc on va regarder qu'est-ce qu'il en ressort de l'un par rapport à l'autre énoncé et comparer ces deux énoncés-là. Dans tous les cas de figure, ici, si on a un récipient, calcule la pression qui agit sur le fond ainsi que la force, sachant que la surface du fond mesure une certaine section, ça veut dire qu'on a une force pressante. On a un récipient avec une force pressante, et que le fakir, s'il s'assied sur des clous, il y a une force pressante. Dans tous les cas de figure, que ce soit l'un ou l'autre, on a une force pressante. Voilà. Et on va comparer les grandeurs de ces forces pressantes, et comment elles se comparent, et sur quelle grandeur, sur quelle base voilà, de rapport existe-t-il entre ces deux types de forces pressantes. Alors, donc, le fakir peut apparemment se poser sur un lit de clous sans se faire mal. Bon, ça, tout d'abord, le fakir va utiliser des astuces. Hein. Voilà, il va utiliser des astuces. Quelles sont les astuces qu'il peut utiliser? Tout d'abord, les habits. Les habits vont faire en sorte que il supportera moins les piqûres des clous pointus. Parce que 0,5 mm, ici j'ai pris des clous de 0,5 mm, c'est tout petit. Hein. Voilà, c'est tout petit. Donc ça rentre au travers de la peau. Et donc ça peut faire mal après un certain temps. Je vous rappelle que le fakir, il ne reste pas 5 minutes assis sur des clous. Il peut rester des heures, comme une personne qui fait en position de pompage, de pompe, hein, les pompes, voilà. On se met, donc pour faire des pompes, il faut mettre les deux pieds, la pointe des pieds au sol, et les mains, voilà, sont gardées au sol aussi. Mais certaines personnes ne font pas des pompes, mais restent immobilisées. Mais pour rester immobilisé, sans bouger, en position de pompage, je peux vous dire que, ce que je veux dire par là, c'est que, je vais le dessiner. Il y a des personnes qui restent immobiles comme ceci, au sol. Le sol est ici. Alors, pour pouvoir faire ça, un être humain est difficile. Hein. Certains vont rester 1 minute, d'autres 2 minutes, certains 10 minutes, d'autres 20 minutes, parfois d'autres personnes 1 heure. Il y en a d'autres 2 heures, il y en a 3 heures, et il y en a qui, il y a une minorité qui peuvent passer 2-3 heures. Et on retrouve là des champions, voilà, et des champions du monde qui peuvent rester plus de 4 heures, hein, en position sans bouger comme ceci. Hein. Sans bouger, peuvent rester en position comme ceci sans bouger. C'est pas donné à tout le monde. Et donc le fakir, c'est aussi quelqu'un qui a des compétences de rester immobilisé. Parce que rester immobilisé, bouger, parfois c'est difficile de bouger. Hein, mais parfois c'est aussi difficile de s'immobiliser. Et l'immobilisme peut être très très difficile aussi. Rester sur place, garder sa position, je veux dire, immobilisée pendant un certain temps, certains peuvent tenir
très longtemps avec des exercices. C'est sur base d'exercices euh, que la personne peut acquérir de telles compétences, hein, de compétences d'immobilisme. Et le fakir, si pour s'asseoir sur des clous, ben, ça, il fait ça peut-être depuis qu'il est petit. Hein. Depuis qu'il est petit, bon, il s'assied sur des clous. Au départ, peut-être qu'il s'assied 5 minutes, 10 minutes, et puis 20 minutes, et puis 1 heure, et puis peut-être il peut rester 24 heures sur base de clous. Mais attention, ce qui pose le problème, c'est, je vous dis, les pointes des clous. Hein. Les pointes des clous, ça peut être un problème. Le tout, c'est le diamètre des clous. Le diamètre ici, voilà, déjà j'ai pris un diamètre de 0,5 mm, c'est moins d'1 mm, c'est piquant, hein. Ça peut traverser la peau. Voilà, ça c'est un clou. Donc, pour ça, ça demande de la préparation, c'est ça que je veux dire. Hein. Il faut se préparer pour s'asseoir sur des... C'est pas donné à tout le monde, hein. C'est comme marcher sur du feu. Bon, il y a des règles, il y a voilà, des règles de convention pour pouvoir, je veux dire, euh, agir de la sorte. Pour pouvoir agir de la sorte, soit en immobilisme, soit s'asseoir sur comment on appelle ça, des clous, ou traverser un feu à pieds nus. Mais ça demande, je veux dire, des petites règles qui doivent être connues et bien sûr de l'entraînement. C'est surtout sur base d'entraînement et de règles connues qu'on peut maîtriser tout ça. Alors, je vous disais que bon, le fakir peut s'entraider de ses habits pour ne pas être piqué fortement. Il peut avoir une certaine position immobilisée, hein, une position immobilisée pour pas qu'il bouge trop, pour éviter que les coups ne s'enfoncent. Donc il faut une position immobilisée. Il faut une position adéquate. C'est-à-dire que peut-être qu'il va s'asseoir non pas comme je l'ai dessiné ici, mais peut-être qu'il va croiser ses pieds. Position adéquate peut-être par croisement de pieds. Alors on sait bien qu'il va disposer d'un nombre de clous. Plus il aura de clous, mieux c'est. Et le diamètre des clous va jouer, parce que s'il met des clous pointus, ben voilà. S'il met des clous pointus, ben il va le ressentir. Ça pourra le blesser. Donc à ce moment-là, il mettra peut-être des habits adéquats pour pouvoir répondre à son immobilisme sur des clous pointus. Alors, pour le diamètre des clous, peut-être qu'il va s'habiller d'une certaine façon. Le nombre de clous va jouer sur voilà, la répartition de la pression. Mais pour ça, il faut qu'il répartisse correctement bien sa pression, sur tout son corps. La pression va être répartie sur tout son corps. Et plus il mettra de clous, et plus on aura une répartition de pression. Alors la position adéquate, c'est de trouver une position pour pas qu'il se fasse mal. C'est-à-dire peut-être voilà, peut-être étaler ses jambes ou peut-être les croiser. Et la position immobilisée, c'est ne pas bouger. Il va jouer peut-être de la flûte ici, il va jouer de la flûte, mais jouer de la flûte ne veut pas dire qu'il va bouger, il va peut-être bouger que voilà un tout petit peu au niveau du haut, mais pas du bas. Peut-être qu'au niveau du bas, il va faire en sorte de vraiment rester dans une immobilisation, une très grande immobilisation au niveau du bas du corps. Voilà, donc il va aller de ses astuces pour pouvoir tenir le coup. Et bien sûr, quand il va faire en sorte de faire sa représentation, le fakir, mais c'est une représentation qui va le faire avec une représentation musicale, accompagnée de musique et d'un sourire. Ça veut dire qu'il ne souffrira pas. Il ne souffrira pas, pourquoi? Parce que justement, il va adopter des règles de base qui vont pouvoir l'aider à répondre à
sa position assise, au travers de clous. Voilà. Donc maintenant, le tout, c'est de savoir calculer donc la pression qu'il va y avoir. Bon. Donc un fakir peut apparemment se reposer sur un lit de clous sans se faire mal. C'est pas du masochisme, c'est pas du masochisme, mais c'est plutôt, je veux dire, des techniques qu'il appréhende et qu'il a instruit depuis des années. C'est-à-dire qu'il s'est exercé depuis de longue date pour pouvoir arriver à de telles prouesses. Voilà, l'immobilisme, répartition de pression, etc., etc. Donc il y a une petite notion scientifique qui est là-dedans, cachée, c'est au niveau de la force pressante. Alors on demande quelle est la pression exercée par chacun des clous si sa pointe possède un diamètre de 0,5. Alors c'est très pointu ça, parce que c'est moins d'1 millimètre. Donc ça rentre dans... Voilà, donc je vous ai dit, il va peut-être s'habiller d'une certaine façon pour éviter voilà, de se faire mal. Alors le fakir aussi, il a 45 kilos, ça a à voir, ça a son pesant d'or, parce que si plus il sera pesant, et plus, voilà, l'action égale la réaction, plus il va exercer une force pressante sur les clous, et plus les clous vont exercer une force sur la personne. Donc ce qui veut dire que plus il va avoir une masse importante, et plus vous comprendrez qu'il aura une force pressante importante au niveau des clous, et les clous vont réagir d'une certaine manière à le rentrer d'autant plus dans le corps que la masse est importante. Alors, ici, on a 45 kg, c'est très faible, hein, c'est une petite masse, ça peut être un jeune, comme ça peut être un vieux, mais un vieux très très mince alors. Et si un fakir de 45 kg s'appuie d'une manière égale sur au moins 200 de ses clous, alors on demande quelle est la pression exercée par chacun des clous. Par chacun des clous. Par chacun des clous. Alors, je vais mettre en correspondance avec cet énoncé-là, un récipient de 1 litre à 20 cm de haut lorsqu'il est rempli d'eau. Alors, attention, ici, faites très attention. On demande de calculer la pression et la force pressante aussi, hein, sachant que la surface du fond mesure 75 cm². Alors, ici, je vous dirais, attention, attention, attention. Pourquoi? Parce que les gens qui voient un tel énoncé seraient tentés de faire, bon, c'est pas forcément une erreur, mais on va dire quand même une petite erreur suivante de représentation. Il serait tenté de représenter un cylindre. Alors, je veux bien le prendre dans un cylindre pour expliquer les forces pressantes, mais après je vais remettre le vrai volume. Voilà. Alors, il serait tenté de mettre ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a de l'eau, il est rempli d'eau, hein, c'est l'énoncé qui vous le dit. Hein? C'est 1 litre, il a une contenance d'1 litre, et la hauteur mesure 20 cm. On a 20 cm de hauteur. Donc ici on a 20 cm de hauteur. Alors la section fait 75 cm². Alors je vous parlerai tout d'abord des forces voilà, on a le liquide qui est le système et la paroi qui est le milieu extérieur. Donc on a
on a toutes des forces comme ceci. Donc, je vais les mettre comme ceci. C'est toutes des forces normales à la paroi, vous l'aurez compris. Et ici aussi, dans le fond aussi, on a des forces normales à la paroi. Alors ce sont les forces du liquide sur la paroi. Et là, on a ce qu'on appelle des forces pressantes. C'est ça les forces pressantes. Voilà, on a des forces pressantes. Tout comme ici, on a des forces pressantes. Donc il existe trois parois. Si vous considérez que vous avez un cylindre, vous avez une surface latérale, hein, vous avez les forces pressantes sur toute la surface latérale. Ici, c'est parce qu'on voit, au travers d'un plan, on voit un rectangle. Hein. Le cylindre devient un rectangle parce qu'on voit dans un plan vue de face, le cylindre, on voit un rectangle. Hein. Voilà. Mais en fait, on a toutes ces forces latérales, voilà, tout le long de la surface latérale du cylindre. Ces forces sont présentes tout le long de la surface latérale du cylindre. Voilà, ce sont des forces normales à la paroi. Bon, mais la paroi exerce aussi une force contraire, c'est-à-dire une force égale et opposée qui est la force de réaction. On a une force de réaction à chaque fois. Donc le liquide il est en équilibre. On n'a pas de force tangentielle ni de force de cisaillement. Donc on n'a pas d'écoulement. Le fluide ici il est en équilibre. Hein. Il est en équilibre parce que voilà, le récipient maintient le liquide voilà, au repos. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écoulement. Il n'y a pas de force tangentielle, pas de force de cisaillement, pas de scission, pas de glissement. Voilà, tout est au repos. On a un flux de repos, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vague et il ne s'écoule pas. Il ne s'écoule pas parce que c'est le solide qui est le récipient qui maintient au repos le liquide qui est de l'eau ici. Donc le liquide ne coule pas. Il est maintenu par des forces voilà, tout le long du récipient par voilà, des forces normales. Par des forces normales. Et on a la loi de l'action égale la réaction, et donc on a un équilibre, on a bien le fluide qui est au repos. On a un fluide au repos. Donc ici, c'est l'eau qui est au repos. Bon. Alors, je vous rappelle que les forces que je viens de vous mettre ici sont des forces locales. Ce sont des forces locales. Ce sont des forces locales, c'est-à-dire localisées uniquement le long de la paroi. Alors, je vous rappelle qu'il y a deux parois latérales en vue de face et une paroi transversale qui est le fond, où s'exerce une pression sur une surface de 75 cm². Donc on a une pression locale, qui est la pression, qui est la force pressante. Voilà, on a la force pressante tout le long de la paroi. Maintenant, il existe au sein du liquide une pression en tout point, qui est la pression normale. Hein. On a une pression, voilà, c'est la pression. Alors pas confondre la pression qui est globale en tout point, hein, de la pression locale, qui est une force pressante. C'est-à-dire la force du liquide sur la paroi. Et justement, ici on demande de calculer la force de, voilà, la résultante de la force de pression ici, la force pressante sur la surface ici. Voilà. Alors maintenant, je vais vous dire pourquoi tout le monde va foncer sur un cylindre. Et alors je vais faire la comparaison. Hein. Je vais comparer, ça veut dire, je vais faire une comparaison entre le fakir et sa force pressante. La force pressante du fakir, ben, là, hein, on peut voir le système étant le fakir. Le fakir, bon, le fakir va subir les forces des clous, la pression des clous. Voilà, il va subir cette pression due aux clous, mais les clous vont subir la même pression, mais dans le sens inverse. Voilà, le système, l'action égale la réaction. Si le fakir subit l'action des clous, ben, les clous subissent l'action du fakir. Simplement,
le fakir est un être humain, ben, il va subir plus parce qu'il va avoir mal. Il y a un système nerveux qui va faire en sorte qu'il bon, il va sentir, voilà, c'est clou. Maintenant, il va faire en sorte de ne pas avoir mal parce que justement, par des techniques qui vont lui faire en sorte de permettre de rester le plus longtemps possible dans l'immobilisme en jouant de la flûte avec le sourire, tout en étant assis, je veux dire, sur un ensemble de clous. Alors, qu'est-ce qui va relier ces deux, ces deux expériences? Un qui est liquide dans un solide pour le maintenir en équilibre, et l'autre, un corps humain sur des clous pointus. Bien, qu'est-ce qui va relier les deux? Ben, c'est la force pressante. Tous les deux vont subir une force pressante. Tous les deux vont subir une force pressante. Que ce soit voilà, le liquide ou le fakir. Bon, et on va faire une comparaison entre les deux. Alors pour ça, je mets un système d'axe. Un système d'axe étant posé, et vous voyez où il se trouve. Vous pouvez l'apercevoir. Le repère R est ici. C'est un système d'axe à une dimension qui va être mesuré sur la hauteur, et je dirais même plus que toute force représentée dans soit le liquide ou soit au niveau du fakir est une force verticale, et donc sa projection sera un scalaire. Voilà, on va mesurer, on va faire la projection, on aura des scalaires ici. Donc on n'aura pas F vectoriel, mais F scalaire, parce qu'on a une projection sur un repère. Voilà, ben on peut calculer cette force pressante, mais avant toute chose, je vous disais que il y a quelque chose que je vais vous dire, c'est que la première des choses que les personnes font quand ils font un tel exercice, bien sûr c'est de dessiner, ils font bien dessiner, c'est de mettre les données, les inconnus, faire un petit dessin, et voilà, le dessin il est là, et bien sûr résoudre le problème au travers des données, des inconnus et du dessin. Simplement ici le dessin il n'est pas bon, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que, regardez bien, ici, si vous considérez que vous avez un cylindre, ils n'ont pas parlé de cylindre dans le problème. Donc, si vous considérez que vous avez un cylindre, vous faites la surface fois la hauteur, base fois hauteur, vous avez le volume du cylindre. Or, 20 fois 75, ça fait 1500. C'est 7,5 fois 2. 7,5 fois 2, ça fait 15, et vous rajoutez 2 zéros. Voilà, on a 1500. Ce qui veut dire qu'on a 1500 cm3. Bon, ce qui veut dire qu'on a 1,5 décimètre cube. Ça veut dire qu'on a 1,5 litres. 1,5 litres. On a 1, si vous mettez un cylindre, vous avez 1,5 litres. Or, vous voyez que l'énoncé, c'est pas 1,5 litres qu'on a. On a 1 litre. On a 1 litre. Alors, comment se fait-il qu'on a 1 litre? C'est parce que le récipient n'est pas, c'est pas cylindrique. Bon, ce qu'on sait, c'est que la surface fait 75 cm². On est d'accord. Bon, ça veut dire que le récipient, on aura, non pas, si je prends le rectangle qui représente le cylindre, là j'aurai 1,5 litres. Donc ce qui veut dire que je dois enlever par rapport à, voilà, je dois enlever 0,5 litres. Donc ça veut dire que j'aurai peut-être un récipient comme ceci. Hein. Voilà. Ou alors j'aurai un récipient qui ferait ceci. Mais en tout cas, ce récipient, voilà, ce récipient fait 1 litre. On a un récipient d'1 litre. Donc, n'allez pas entrevoir directement, vous avez... ce qui importe ici, c'est pas la forme, on s'en fout de la forme. Donc, la mécanique des fuites, enfin, comment on appelle ça? La loi de l'hydrostatique est indépendante, je veux dire, du volume. Hein. C'est la hauteur qui importe. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis un axe, un repère R,
Donc c'est indépendant du volume. Il dépend que de la position. Voilà, mais la loi de la statique, la loi du théorème général de l'hydrostatique est indépendante, voilà, de la forme ou du volume. Il est dépendant, bien sûr, de la position. La position. D'ailleurs, c'est pour ça que, voilà pourquoi j'ai mis un repère ici. Donc, ce qui veut dire que là, on a quelque chose qui vaut moins de 1 litre. Voilà, on aura peut-être un récipient comme ceci. Hein, le récipient est peut-être comme ceci. Voilà, on a un récipient comme ceci. Qui serait peut-être tout bonnement une bouteille. Hein, une bouteille. Maintenant, il faut voir combien ça fait 75 cm². Vous devez calculer le diamètre. Si vous voulez calculer le diamètre, bon, vous faites racine carrée de S sur pi. Je peux le calculer tout de suite. Parce qu'on a 75 cm². Les 75 cm² restent. Hein. Bon, là, voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on aurait une espèce de bouteille comme ceci. Hein. Voilà. C'est un récipient qui serait une bouteille. Voilà. Donc, je dessine mon récipient qui serait comme ceci. Voilà. Donc, on n'allait pas croire qu'on a un cylindre. Hein. Voilà. Et on a tout rempli. Bien sûr, la hauteur, ce qui reste, c'est la hauteur. La hauteur reste. C'est 20 cm et la section, c'est 75 cm². Alors, je vais faire le calcul. Donc, on a 75 cm² pour vous dire combien de diamètre que l'on a. On a pi d carré, c'est un cercle. Alors, je peux considérer un cercle, par exemple. Pi d carré égale S. Donc, je vais calculer ça. Donc, vous faites 75 au carré divisé par 3,14. Voilà. Et vous faites 75 cm², c'est la section. Ça, c'est la section. Si je, bon, je vais faire le. C'est bien que la section, c'est pi d carré sur 4. Voilà. Donc, je connais la section. C'est 4 fois S sur pi. Et en prenant la racine carrée, j'aurai le diamètre. Et ce que je cherche, c'est le diamètre. Voilà. Donc, je fais 4 fois S. S, c'est 75 fois 4 divisé par 3,14. Et je vais chercher la racine carrée. Ce qui fait 9 cm. 9 cm. 9, bon, c'est pas exactement 9, hein, c'est le diamètre ferait environ 10 cm, hein, ça fait 9,77. 9,77 cm, ce qui fait environ 10 cm de diamètre au niveau, voilà, du fond. Bon, mais la mécanique, la loi de l'hydrostatique est indépendante de, voilà, de la forme. Hein. C'est pas les formes qui comptent, ce sont les positions. C'est les positions qui comptent. Et bien sûr, la pression est dépendante de la surface. Mais ici, on connaît la surface, c'est le fond. Donc, on connaît la surface du fond, on la connaît. La surface du fond, on la connaît. Alors, la surface du fond, on connaît la surface du fond. Bon, ben, ici, on a tout pour calculer. Hein. On a tout pour calculer. Donc, on a un vase, on a une contenance à un vase d'1 litre. Hein. Combien même, il y aurait 3 litres, on sait mettre 30 litres. Hein. On sait mettre 3 litres. Hein. Ou 10 litres ou 100 litres, peu importe. Bon, à ce moment-là, il faut augmenter. Si vous voulez toujours un fond
un fond de 75 cm². Si vous voulez 10 litres, il y a moyen d'avoir 10 litres. Vous ouvrez un réservoir, un gros réservoir comme ceci. Voilà, vous mettez un gros réservoir comme ceci. Mais je vous dis que c'est pas dépendant du volume, hein. Voilà, ça ne dépend pas du volume. C'est indépendant du volume. Bon, ben, on va calculer cette force pressante pour le fakir et pour le récipient. Voilà, on a d'un côté le fakir et de l'autre côté le récipient, un axe étant posé, et on a toutes les données. Bon, ben, on va aller calculer ceci. Alors, le récipient, quelles sont les données du récipient? Ben, on a une contenance V, un volume d'1 litre. Combien même je mettrais 3 litres, ça ne changerait pas. Ou même 20 litres, je m'en fous, ça c'est pas un problème, ça dépend. La loi ne va pas dépendre du volume, hein. Mettez le volume que vous voulez. La hauteur, c'est 20 cm, la hauteur du récipient. La surface du fond, elle fait 75 cm², mais comme je travaille en unité MKSA, c'est 75, voilà, je dois passer par le décimètre carré, je dois diviser par 100, et puis je dois passer encore décimètre carré vers le mètre carré, je dois encore diviser par 100, et 100 fois 100, ben, il faut diviser par 10 000. 10 000. Donc 75 divisé par 10 000 pour passer en mètre carré, ça qui fait 0,075 mètres carrés. Voilà. Comme ça, j'ai la surface du fond en mètres carrés. Alors, l'inconnu, ben, il faut calculer la pression qui agit sur le fond, ainsi que la force, sachant que la surface du fond mesure 75 cm², calcule la pression. Ben, on va calculer la pression, ainsi que la force. Et en fait, la force, c'est la force pressante. Alors, les inconnus, c'est la pression et la force pressante. Bien sûr, sur le fond. Sur le fond, parce que la loi de l'hydrostatique, c'est une loi positionnelle, donc il faut se dire où on va calculer la pression. Et quelle est cette section au niveau de la pression? Alors les formules, c'est que la pression du fond, ben, c'est la force pressante divisée par la surface. Voilà. En d'autres termes, la pression du fond, c'est aussi... ça, c'est ma première équation, hein. Voilà, c'est l'équation numéro 1. Et celle-ci constitue l'équation numéro 2. Voilà. Et alors, la pression du fond, c'est la force pressante que j'ai appelée force pressante divisée par la section. Alors, la pression du fond, c'est aussi la loi de l'hydrostatique. Hein. C'est P0 plus ρ0 GH. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a, ici, il est ouvert, hein, c'est ouvert ici. Et là, s'il est ouvert, ben, il y a une pression de référence qui est la pression atmosphérique. Et si vous voulez la pression totale, mais c'est la pression, si je veux calculer la pression au niveau du fond, ben, il faut tenir compte de la pression due à la hauteur. Donc la pression totale, c'est la pression de référence plus la pression de hauteur. Et la pression de hauteur, c'est la pression due, voilà, à la masse pesante. Hein, à la masse pesante. On a un fluide pesant, donc fatalement, voilà. Donc ici, on aura une composante, si vous voulez, ρGH. Et comme on a de l'eau, on connaît le ρ, et on sait bien qu'on connaît la gravitation, on a un lieu défini. Et le H, ben, c'est 20 cm. Hein. Voilà. Et la pression atmosphérique, elle est connue. Bon, c'est 101 325 pascal. Enfin, vous devez la connaître parce qu'il n'est pas mentionné dans le problème. Donc, voilà. Alors, pour avoir la force pressante, vous utiliserez l'équation numéro 1 et l'adapter. Vous faites force pressante fois, enfin, est égal à la pression du fond, pression du fond, fois la surface. Voilà, pression du fond fois la surface. Alors, voilà, donc on a le volume du récipient, la hauteur du récipient, voilà, la surface du fond, etc. Et là, je peux commencer à solutionner parce que on connaît tout. On connaît la pression de référence qui est 101 325 pascal.
qui sont des newtons par mètre carré, bien sûr, les pascal. Le rho, c'est le rho de l'eau, c'est 1 gramme par 1 gramme par centimètre cube. Voilà, si je multiplie par 1000, j'ai des décimètres cubes. 1000 centimètres cubes fait 1 décimètre cube. Et là, je multiplie par 1000 aussi, 1000 grammes. 1000 grammes, c'est 1 kg. Donc j'aurai 1 kg par décimètre cube. Et maintenant, si vous voulez mettre en mètres cubes, ça c'est 1 décimètre cube, c'est 1 millième. 1 millième de mètre cube. Donc on aura 1 kg divisé par 1 millième de mètre cube, ce qui fait 1000 kg. 1000 kg par mètre cube. On aura 1000 kg par mètre cube. Voilà. Donc si vous voulez en mètre cube, c'est 1000 kg par mètre cube. Voilà, on aura 1000 kg par mètre cube. Voilà, donc le rho c'est 1000 kg par mètre cube, le G c'est 9,80 mètres par seconde carré. Remarquez que je suis tout en système MKSA, parce que les pascals c'est des newtons par mètre carré, donc je suis bien dans le système MKSA. Alors la pression du fond, eh bien c'est la pression atmosphérique plus rho GH. Alors la pression due à la hauteur c'est rho GH, elle est là, c'est 1962, plus 101 325 pascal qui est, voilà, ici j'ai juste multiplié. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait ici? Rho GH, c'est rho 1000 fois 9,80 fois la hauteur. Mais la hauteur, c'est 20 cm. Mais 20 cm, voilà. Mais je dois le mettre en mètres. Donc, c'est qui fait 1962. Voilà, parce que je dois le mettre en mètres. Voilà. Donc je vais multiplier par 0,01, par 1 centième pour avoir en mètres. Parce que 1 centimètre, c'est 1 centième de mètre. Donc pour le remettre en mètres, je dois diviser par 100. Diviser par 100 ou faire fois 0,01. Voilà. Et je trouve 1962. Et voilà, ça c'est la pression due à la hauteur. On a une pression de 1900. Rho GH vaut 1962 pascal. Alors que la pression atmosphérique, elle fait 101 325 pascal. 101 325 pascal. Vous voyez qu'entre 1962 et 1900 et 101 300 pascal, ben, la pression atmosphérique est beaucoup plus grande que la pression de hauteur ici. Hein. La pression de hauteur ne mesure rien du tout. Hein. Ne mesure rien du tout. C'est 1962 pascal par rapport à 101 325 pascal, c'est rien. C'est presque 2000 sur 100 000. Voilà, 2000 sur 100 000. 2000 divisé par 100 000, ça représente même pas, voilà, 0,02, ce qui fait 2 centièmes, 2 centièmes. Et 2 centièmes, 2 centièmes, c'est 2%. 2 centièmes, c'est 2%. Voilà. C'est 2%. On a 2% ici. 1962, c'est 2% de la pression atmosphérique. Hein. Ceci représente que 2% de la pression. Alors que là, on a quasiment 88% de la pression aussi. Alors, c'est ce que j'ai fait là. Hein. Bon, je les distingue. Je mets celle qui est due à la hauteur. 1962. Voilà, je peux même calculer le pourcentage. Hein. Je vais mettre ici le pourcentage. C'est égal à ça divisé par 101 325. Divisé par... je m'excuse, c'est pas par rapport à 101 325, c'est par rapport au total. Ouais, le total, il est là. Voilà. Donc c'est bien ce que je vous disais. Là, je vais multiplier ceci par 100. Oui, je sais pas si je mets 0,019. C'est 1,89%, je m'étais trompé. Hein. Oui, ben c'est ça, c'est 2%, c'est ce que je veux dire. Environ 2%, hein. Ça fait 1,9. 1,9, c'est presque 2%. Voilà. Donc c'est bon, c'est bon. J'ai rien dit.
Alors maintenant, je vais faire celui-ci, il participe par rapport à la pression totale à 98%. 98,1% si vous voulez être un peu plus précis. Voilà, il y en a un qui c'est presque 2% et l'autre c'est presque 98%. Donc la pression atmosphérique a une grande composante là-dessus par rapport à la pression totale. La pression totale est grandement prise par la pression atmosphérique. Voilà. Alors, connaissant donc la pression du fond, 103 000 pascal, ben, on peut trouver la pression due à la hauteur. Hein, voilà. Je peux faire une différence. Hein. Bon, je calcule le tout, P0 plus ρGH, moins P0, et je trouve la pression due à la hauteur. Voilà. Alors, la force pressante, maintenant, ben, on connaît la section. Là, j'applique tout simplement la formule ici. C'est la pression du fond fois la section. Pression du fond fois la section. La pression du fond fois la section, c'est-à-dire la pression du fond, c'est 103 000, c'est celui-ci, divisé par la section. Alors, je vais diviser par la section, mais en mètres carrés, bien sûr. Voilà. Ce qui fait... non, fois, je m'excuse, c'est un fois. Je recommence. 103 000 pascal, qui est la pression totale au fond, fois la section en mètres carrés. Et là, j'ai 774,65 newtons. Bon. Alors maintenant, ceci étant dit, regardez, je vais changer le volume. Mettons 4 litres. Pour 4 litres, j'ai toujours 774 newtons. Vous voyez que ça ne dépend pas du volume. Hein. Le volume, je vous dis, j'aurais pu prendre plus grand, plus petit, moins grand. Voilà, c'est la hauteur qui compte. C'est ça que je veux vous dire. Donc, vous voyez que même si on avait dit un récipient de 3 litres, mais ça ne change pas grand-chose. Hein. Ouais, attention qu'ici, j'ai bougé à quelque chose qu'il ne fallait pas. C'est plutôt à l'énoncé que j'aurais bougé. Voilà. Supposons que je mette 3 litres. 3 litres, voilà, ou 10 litres, ou peu importe, hein, je veux dire, j'ai toujours mais ma force pressante qui est de 774 newtons. Ça n'a pas changé, hein, que vous mettez 10 litres, 20 litres, bon, ça ne change pas. Voilà. Donc, pour vous dire que le volume n'a rien à voir là-dedans. Voilà. Par contre, là, si je mets 20 cm, maintenant je vais mettre 80 cm, ben, la hauteur de 80 est beaucoup plus grande que, voilà, si je mets 80 cm, là, vous allez voir que la pression va augmenter, c'est normal, parce que la hauteur a augmenté. Allons voir la pression. On avait 774 pour 20 cm, et là on se retrouve avec 818 newtons pour la force pressante est beaucoup plus grande pour une colonne plus grande de hauteur. Donc vous voyez que si je change la hauteur, je prends une colonne plus grande, ben, fatalement la pression, la force pressante au fond est beaucoup plus grande. Est beaucoup plus grande. Bon, alors maintenant, je vais changer encore un autre paramètre. Je vais prendre le rho, je vais laisser de l'eau. Hein. Vous savez très bien que si je change de liquide, ben, fatalement, on va avoir une pression moins forte parce que la pression est beaucoup plus forte avec l'eau parce que la masse volumique de l'eau est une des masses volumiques les plus fortes. 1 kg, bon, ben, 1 kg, si vous prenez de l'huile moins fort, ben, vous allez avoir une masse, voilà, une pression moins forte. Si vous prenez de l'huile. Si vous prenez de l'huile, ben, je sais pas moi, je prends un rho. Allez, on va prendre un rho de. On avait 774. Ici, j'ai 774. Je prends un rho de 859. Vous voyez que je redescends à 772. Hein. Ah, c'est normal parce que le rho, voilà, si vous diminuez le rho, et c'est le cas de rho de certaines huiles, le rho en dessous de la masse volumique de l'eau, ben vous allez avoir une pression moins forte. Pour si c'était de l'huile, mais ici, moi j'ai de l'eau. Alors, le volume n'a rien à voir, on peut mettre même 10 litres, 20 litres, dans l'énoncé, on s'en fout. 20 cm la hauteur à avoir, et la section ici, bien sûr qu'elle a à voir, parce que si je mets 100 cm², on aura une force pressante beaucoup plus grande. Alors, pas confondre pression et... La pression n'a pas bougé ici, elle est toujours de 103 287. Hein. La pression dans le fond est toujours la même. Si la section change, c'est la force pressante qui va changer. Si la section augmente, la force pressante augmente. C'est normal, parce que on sait bien que la pression, c'est une force, bien sûr en scalaire, hein, ici, c'est une force par unité de surface. Je vous dis que je projetais tout sur l'axe. Donc là, la force, c'est égal à la pression fois la section. Mais la pression, elle ne bouge pas ici.
parce que on a rho GH plus P0, qui est la pression atmosphérique. On a cette pression-là, plus la pression-là, qui va agir voilà, dans la pression du fond. Dans la pression du fond, on a la composante, ça c'est la pression du fond. Voilà, la pression du fond. La pression du fond proviendra de deux pressions. Pression de référence qui est la pression atmosphérique et une pression due à la hauteur. Voilà. Donc la pression ne bouge pas, parce que la colonne est toujours de 20 cm et la pression atmosphérique n'a pas changé. Voilà. Donc la pression du fond n'a pas changé. Par contre, la section a changé. Si la section, vous augmentez la section, sans bouger bien sûr la pression, parce qu'elle n'a pas bougé, la pression ne bouge pas ici, ben, la force va augmenter. Et si vous diminuez la section, ben, la force va diminuer. Donc augmenter la section, vous allez avoir une force pressante beaucoup plus grande. Si vous augmentez la section, la force pressante va être beaucoup plus grande. Voilà. Alors, j'ai pris ici, je ne sais pas combien. Calcule la pression qui agit sur le fond ainsi que la force. Voilà. Je vais mettre pour 100, la force pressante est beaucoup plus grande. Qui est ici. Voilà. 1032, alors qu'on devrait avoir pour 75 cm², qui est beaucoup plus petit que 100 cm². Je vais mettre 75. Voilà. Et là, la force pressante, elle vaut 774,65 newtons. Voilà. Bon, vous avez bien vu que ça dépendait de la section, voilà, mais pas du volume. De la section, de la hauteur, de la pression atmosphérique, bien sûr, mais qui est considérée comme constante ici, mais pas du volume. Voilà, le volume n'a rien à voir. Que vous prenez une bouteille, voilà, le volume, c'est que vous prenez 3 litres, 10 litres, 20 litres, je peux mettre même 100 litres, ça ne changera rien. C'est pas ça, c'est la hauteur qui va changer. Voilà, voilà. Voilà. Alors maintenant, on va voir le fakir. Le fakir, bon, un fakir peut apparemment se proposer sur un lit de clous sans se faire de mal, bon, d'accord. Mais quelle est la pression exercée par chacun des clous si sa pointe possède un diamètre de 0,5 mm de diamètre? Et si un fakir de 45 kg, c'est bon, très mince, s'appuie d'une manière égale sur au moins 200 de ces clous, voilà, et on demande quelle est la pression exercée sur chacun de ces clous, par chacun de ces clous. Alors tout d'abord, on a les données qui concernent les clous. Voilà. On a une donnée concernant les clous. Alors, le diamètre des clous, c'est 0,5 mm. Nombre de clous, on en a 200. Le fakir, sa masse est de 45 kg. Alors, l'inconnu, ben, c'est la pression. Hein, c'est ce qu'il demande, hein, c'est la pression exercée par chacun de ces clous. Bon, mais la formule, ben, on sait bien que la pression exercée par le fakir, c'est son poids. Et son poids, c'est masse fois gravitation. Alors, la force pressante, ben, c'est le poids. Le poids qui va presser sur les clous. La force pressante, c'est, si vous voulez, M fois G. Or, le G, j'ai pris la même chose que qu'ici, c'est-à-dire 9,81 mètres par seconde carré. Voilà, j'ai été chercher le G de la gravitation ici, 9,81 mètres par seconde carré. J'ai pris ce G-là. La masse, ben, elle est de 45 kg. Si vous faites 45 fois 9,81, 45 fois 9,81, vous obtenez 441,45 newtons. C'est ce que j'ai ici. Voilà. Ça, c'est la force pressante. Par contre, ici, la section d'un clou, ça, c'est la section d'un clou. Hein. Bon, alors, le clou, on en connaît son diamètre de clou. Diamètre de clou. Bon, on connaît 0,5, mais on peut calculer, ça, c'est la section du clou. La section d'un clou. Voilà. La section d'un clou, c'est, si vous voulez, on va considérer qu'on a un cercle, donc c'est pi r carré, mais comme il donne le diamètre, c'est pi d carré sur 4. Voilà, pi d carré sur 4. Alors, pi, c'est 3,14. D carré, on l'a. Pi d carré fois le tout divisé par 4. Voilà. Et on obtient ceci, voilà, 0,19625 mm carré. Bon, ben je travaille en MKSA, donc il faut diviser par 10 000. Parce qu'il faut passer par du millimètre carré au centimètre carré, il faut diviser par 100. Voilà. Donc il y a 2 zéros. Puis du centimètre carré au décimètre carré, je divise encore par 100, ça fait 4 zéros. Et du décimètre carré au mètre carré, encore
voilà, encore 2 zéros, ce qui fait au total, il faut diviser par 10 exposants moins 6. Et comme on a déjà 0,19, c'est 10 moins 1 exposant fois 10 exposant moins 1, et 10 moins 6 c'est 10 moins 1, ce qui fait 10 moins 7, on a bien 1,96 fois 10 moins 7. Donc ça c'est bon. Voilà, on a bien mis en mètres carrés, comme ça je me situe en système MKSA. Alors, la pression, euh, ça c'est la pression pour un clou, 440, 441, c'est la pression pour un clou, ça divisé par la section P fois S, attention, 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 la section, la force pressante, on a dit que c'est P est égal à F sur S, on connaît, oui, il faut chercher la pression, on connaît la force pressante et la surface, donc pour avoir la pression c'est F sur S, donc c'est F divisé par S en mètres carrés, donc pour avoir des newtons par mètre carré, et on a bien 2 249 426 000, non, je m'excuse, c'est 2,25 fois 10 exposant 9. Voilà, je l'ai mis en notation scientifique ici, mais en newton par mètre carré. Mais ça, c'est pour la pression exercée par un clou. Par un clou. Voilà. Alors maintenant, je vais faire la pression exercée pour 200 clous. 200 clous. Alors ça, c'est pour un clou. Pour 200 clous, ben, il suffit de diviser par 200. Il suffit de diviser par 200. Alors, la pression va redescendre, bien sûr, parce que de 10 exposants en 9, on divise par 200. Ben, on a, bien sûr, 11 247 000. Voilà, on a déjà une pression beaucoup plus petite. Et en Pascal, ben, c'est des newtons par mètre carré, je remets en Pascal. Voilà. Ceci étant dit, regardons bien maintenant ce qui se passe. Mais cette pression dépend bien sûr de la force pressante. Si maintenant la personne pèse 100 kg, ben c'est normal que sur 100 kg, on a une pression encore beaucoup plus grande. Hein. Voilà, on a 24 millions. Hein. 24 millions de pression. Alors que pour 45 kg, voilà, on a voilà, on a 11 millions de pression. C'est normal parce que plus vous allez mettre une personne massique ou pesante, eh bien, plus la pression va s'exercer sur la personne. Ça c'est normal, je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc si j'augmente la masse, ben, le poids augmente et donc la force pressante augmente. Et donc la pression augmentera. Maintenant, si vous mettez, voilà, à place de, pour 0,5 mm de clous, on a 11 millions, 11 millions. Comme la population de la Belgique, 11 millions. Donc ça, c'est si je mets 0,5 mm. Maintenant, je mets 10 mm, ce qui fait 1 cm. Bon, là, il n'y a plus mal de se piquer avec ça, hein, avec 1 cm. Et là, ça retombe fameusement. Hein. De 11 millions, on est tombé à 28 000 pascal. C'est vrai parce qu'on a une surface. On a augmenté la surface. Les tailles de surface sont passées de 0,5 pour chacun des clous à une surface beaucoup plus grande. Donc la taille de surface généralisée a augmenté. Donc c'est normal que il y a moins de pression parce que vous augmentez la taille de surface de la position pour s'asseoir. Il va s'asseoir sur une plus grande surface. C'est ça qu'il y a. Donc il y a moins de pression. Alors maintenant, le nombre de clous, on va mettre 500 clous. Sur 500 clous, j'avais 11 millions, regardez que je retombe à 4 millions. Donc vous voyez que plus je vais augmenter la taille des clous, le nombre de clous, plus je vais augmenter la taille du diamètre, et plus je vais diminuer la taille enfin le poids du personnage qui va s'asseoir sur les clous, ben, tout ça va faire en sorte que la pression va diminuer. Bon. Alors le problème, je le prends tel qu'il est, c'est-à-dire j'ai une masse de 45 kg, 200 clous et 0,5 mm. Je prends ça et maintenant, donc ça veut dire que là, j'ai mis 200 clous. Voilà, et voilà, ça pique, hein, parce que ça fait 0,5 mm de diamètre. C'est en dessous du millimètre, hein, voilà, c'est en dessous du mètre, 0,5 mm de diamètre. Hein. Voilà, on a 0,5 mm de diamètre, 200 clous et une personne de 45 kg. Alors maintenant, je vais faire une comparaison, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, je vais faire la comparaison entre ces deux situations. Situation qui est le récipient, enfin liquide dans un récipient, liquide dans un récipient. Oui, ici c'est plutôt liquide dans un récipient,
et par récipient. Liquide, c'est même de l'eau, hein. Je peux mettre de l'eau dans un récipient quelconque, hein. Voilà. Et faire en sorte. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait les calculs là, les données étaient à gauche étaient ce qu'elles étaient, et à droite elles étaient ce qu'elles étaient. C'est-à-dire celles du fakir, elles étaient ce qu'elles étaient. 45 kg, 200 clous, 0,5 mm de diamètre voilà, pour les clous. Et pour le récipient, voilà, les données étaient ce qu'elles étaient, c'est-à-dire une pression atmosphérique qui agissait dans un récipient ouvert, avec une colonne de hauteur, un récipient quelconque, et une surface de fond de 75 cm². Voilà, et la hauteur était connue, 20 cm. Donc les données sont connues, donc ce qui veut dire que d'un côté on a une pression, une force pressante, et de l'autre côté on a une force pressante. Des deux côtés on a une force pressante en fonction des données qui sont là. Maintenant, ce que je vais faire en sorte de non plus avoir un récipient, on va avoir un récipient de forme quelconque, mais de toujours avec de l'eau, mais de savoir cette pression-là donnée avec les 200 clous, les 45 kg et les 0,5 mm, ça correspondrait à une hauteur de combien? À combien ça correspondrait la hauteur du récipient? Donc c'est pour ça que je vous ai dit que je vais faire une analogie entre les deux. On va faire une comparaison. On va faire ça tout de suite. Alors pour ça, je vais rechercher le résultat de la pression de 200 clous. La pression de 200 clous, ben, ça fait 11 247 138. Donc que je vais remettre ici. Je vais remettre les 11 millions ici. Voilà. Ça c'est la pression du fakir. Hein, pression du fakir. C'est la pression exercée par les clous sur le fakir. Pression exercée par les clous, ou inversement, hein, pression exercée par les clous sur le fakir, ou la pression qu'exerce le fakir sur les clous. Voilà. Alors, je vais considérer que c'est la pression du fond du réservoir. Voilà. Je vais considérer que cette pression de 11 millions, 11 fois 10 exposant 6, ben, cette pression du fakir, ça va être la pression qui va se retrouver ici, au fond, pour voir quelle est la hauteur, à quoi correspond cette hauteur-là, cette hauteur d'eau. Alors 11 millions, alors la pression atmosphérique est de 101 325 pascal. Alors pour faire les traitements, je vais vous dire comment on va faire. Ce qui est important ici, donc j'ai la pression du fond. La pression du fond, c'est ceci. La pression du fond est là. Voilà. Et cette pression du fond est de 11 millions 11 millions fois 10 exposant 6. Voilà. Pascal, hein. Ça c'est la pression du fond. C'est la pression du fond. Ici en jaune. Vous voyez ici en jaune. C'est la pression du fond. C'est la pression dans le fond ou du fond. Alors cette pression provient de deux autres pressions, qui est la pression atmosphérique et la pression ρGH. Bon, de la pression du fond, je vais enlever la pression atmosphérique. Et comme ça, bon, j'aurai plus qu'à calculer ρGH. Et dans ρGH, ben, on a ρ qui est connu puisque c'est de l'eau, et G qui est connu, on pourra trouver la hauteur. Voilà. Alors on va faire ça tout de suite. On va d'abord faire la pression atmosphérique, c'est 101 325 pascal. Alors la pression de la hauteur, c'est 11 247 000 moins 101 325 pascal. J'ai la pression ρGH, ça c'est ρGH, c'est la pression due à la hauteur, ρGH. Et pour avoir la hauteur, ben, je fais cette pression-là divisée par ρ et par G. Donc, c'est-à-dire que je vais diviser ceci par 9,81 par G et par ρ, qui vaut 1000 kg par mètre cube. Et on trouve 1136 mètres. Donc, vous voyez que ça correspond à 1136 mètres de colonne d'eau. Donc, on a
1 km de virgule 136 de colonne d'eau. Voilà, et ça, si vous voulez en kilomètres, voilà, c'est 1 km de colonne d'eau. Voilà, et ça, c'est la pression exercée par le fakir, hein, la pression exercée par le fakir sur les clous, ou ce que les clous font subir comme pression, voilà, sur le corps du fakir. Voilà, donc on a 1,14 km de hauteur de colonne d'eau. Donc cette colonne d'eau vaut 1 km. C'est là que ça correspond à la pression subie, en retirant bien sûr la pression atmosphérique. Hein. En retirant la pression atmosphérique, voilà, j'ai une colonne d'eau, voilà, de, de 1 km 14 et encore 140 mètres. Voilà, ça c'est la pression exercée par le fakir. Bon, mais tout ça pour vous dire que le fakir il maîtrise. Hein. Bon, ce sont des exercices d'immobilisme associés en même temps à des pointes qui viennent voilà, se répartir sur la surface, mais c'est surtout un immobilisme. Le fakir il ne bouge pas sur ses clous. Hein. Il s'habille peut-être d'une certaine façon, il ne bouge pas. Et le propre de tout ça, c'est que bon, c'est de savoir s'immobiliser, parce que s'immobiliser pendant une heure, c'est déjà difficile. Hein. Les gens ont tendance à bouger, mais s'il y a des clous en dessous de vous, ben, bon, si vous bougez, ben, vous allez subir les aléas du clou, d'autant plus que ces clous sont de 0,5 mm. 0,5 mm. Donc ça veut dire que ils sont perçants. Ils sont perçants. 0,5 mm sont perçants. Donc est-ce qu'ils s'habillent d'une certaine façon? Ça c'est de 1. Est-ce qu'ils favorisent l'immobilisme? Ça c'est de 2. Est-ce, bien sûr, quand il s'assied d'une certaine façon, ça fait 3. 4, bon bien sûr, lui il est content. Hein. Vous voyez qu'il joue de la flûte, il est content, il s'amuse, il rigole. D'ailleurs, on voit bien dans l'image, il sourit. Parce qu'il ne subit pas, je veux dire, cette pression-là. Parce qu'en fait, il a travaillé pour arriver à un stade d'immobilisme et de subir, je veux dire, de telles pressions. Parce que, voilà, c'est le fruit de son travail, de 1, c'est le fruit de ses, voilà, de ses pratiques ancestrales, de ses pratiques culturelles, de ses pratiques qu'il a acquis depuis sa jeune enfance. Et c'est aussi du fait qu'il pèse pas lourd non plus, comme je vous l'ai dit. Parce que je suppose que les fakirs, bon, c'est les Indiens qui pratiquent cette culture, les Indiens et les Pakistanais. C'est la culture indo-pakistanaise. Bon, voilà, donc c'est pas une personne d'un certain point qui va pouvoir faire ça. Hein. Bon, on va imaginer très mal un japonais qui fait du sumo venir sur des clous tels que le fait le fakir à 45 kilos. Parce que lui, celui qui fait du sumo, je vous prie de me le croire, qu'il va ramasser il va être transpercé des clous. Voilà, tellement que voilà, il va être transpercé par les clous. Voilà, donc vous voyez que c'est un bon petit exercice qui fait, mais en relation, je veux dire, deux choses qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Deux choses qui n'ont rien à voir, mais qu'on peut comparer euh, pour pouvoir avoir une certaine vue d'esprit. Voilà, je vous remercie beaucoup.